pour faciliter ce voyage. Sans lui, le papillon n'aurait pas la force ni l'énergie nécessaires pour parcourir de telles distances. Portés par les courants aériens, les papillons forment des groupes si nombreux qu'ils en deviennent même une donnée météorologique. C'est incroyable qu'un insecte de la taille d'un monarque puisse faire ce voyage, connaissant les intempéries qu'il devra affronter. Ça va des dépressions au vent violent, en passant par la pluie. Eh bien, ils savent exactement où il faut s'arrêter quand la météo ne leur est pas favorable, et attendent que les vents soient dans la bonne direction et leur permettent de franchir de grandes étendues d'eau ou de terre. C'est absolument étonnant. Pour comprendre comment ils s'orientent, un entomologiste américain, Chip Taylor, a mené une expérience. Il a capturé des papillons dans sa région du Kansas et les a transportés 1500 km plus à l'est. Ils ont continué leur migration comme s'ils étaient encore au Kansas. Puis quelques jours plus tard, ils ont naturellement corrigé leur trajectoire. C'est très intéressant parce que cela veut dire que d'une manière ou d'une autre, ce papillon a acquis des informations astronomiques, ou peut-être même magnétiques, et qu'il les a intégrées pour obtenir un nouvel itinéraire vers sa destination. C'est un phénomène biologique magnifique, et ça me prend aux tripes à chaque fois que j'en suis témoin. Si un tel miracle de la nature émerveille toujours quelques passionnés, la nature elle-même continue de reculer devant le monde des hommes. Sur son trajet, le papillon ne survole plus de marais, de grandes plaines ou des bois, mais des océans de bitume, des forêts de gratte-ciel et des champs gorgés d'insecticides. Lorsqu'il rejoint enfin les forêts mexicaines, son sanctuaire hivernal est lui aussi bousculé par l'activité humaine. La première fois que j'ai vu ces papillons, je savais qu'ils dépendaient de la forêt et que la forêt était en danger. Lincoln Brewer est le plus grand spécialiste des monarques. Il a étudié dans cette région le lien vital qui les unit à la forêt. Ces arbres qui couvrent les pentes de ces montagnes à 3000 mètres d'altitude créent un microclimat indispensable pour les papillons. Ils s'agglutinent par millions sur les troncs des arbres pour profiter de la chaleur et se protéger des intempéries. Si on réfléchit bien, plus les troncs sont gros, plus ils conservent la chaleur. C'est donc une bonne raison pour maintenir la forêt dans son état d'origine et pour permettre aux arbres de grossir le plus possible. Et comme ça, les papillons seront protégés pendant les périodes froides. Malgré le décret gouvernemental datant de 1986, qui était censé protéger ces lieux, la forêt diminue, inéluctablement. Même sur une petite surface, l'abattage des arbres rend la zone inhospitalière pour les papillons. Les quelques arbres restants ne pourront pas fournir de protection pour l'hiver. L'exploitation illégale du bois très lucrative prend de l'ampleur. Pour tenter d'y mettre fin, le Fonds mondial pour la protection de la nature, le WWF, paye même les villageois pour protéger cette forêt de 4000 hectares. Mais les bandes organisées de bûcherons hors la loi sont de plus en plus dangereuses. Même avec la protection de la police, c'est dangereux. Alors, vous imaginez quand vous venez tout seul. Vous pouvez facilement vous faire descendre. C'est pas simple. Quelqu'un doit faire respecter la loi, mais c'est pas à nous, les guides, de le faire. Ignorant les batailles humaines qui se livrent en leur nom dans les forêts mexicaines, les papillons monarques achèvent enfin leur grande migration. Début novembre, ils arrivent en nombre dans la région du Michoacán, formant des nuées qui envahissent villages et maisons. Des scientifiques ont estimé leur nombre entre 100 et 150 millions d'individus. Ils vont hiberner sur ces arbres pendant 5 mois. Serrés les uns contre les autres, sans se nourrir, sans un mouvement jusqu'au beau jour. Ils forment des grappes si denses qu'elles font ployer les branches qui les portent. Au mois de mars, la météo plus clémente tire les monarques de leur torpeur. Très sensibles aux températures extrêmes, ils ne pourront supporter les chaleurs estivales des Sierras mexicaines. Ils repartent, au début du printemps, vers le nord.
Il faudra 4 ou 5 générations de papillons pour effectuer ce voyage retour vers le Canada. Le trajet du nord au sud a été, lui, parcouru par un seul et même papillon qui aura vécu 8 mois. Une énigme pour les scientifiques. Il suffirait de quelques arbres en moins pour que cette migration, l'une des plus extraordinaires au monde, s'interrompe à jamais. Une autre merveille, minérale cette fois, le massif des Tsing. J'ai souvent photographié cet endroit, mais chaque fois que je reviens ici, je ressens la même émotion. Cet endroit est unique au monde. Une forêt de pierre. Une espèce de cathédrale. Les Tsing me font penser à New York chaque fois. On dirait vraiment ces gratte-ciel. C'est magnifique, c'est incroyable. Tsingy en malgache, ça veut dire où on marche sur la pointe des pieds. On comprend pourquoi. On dirait des couteaux acérés. C'est impressionnant, l'érosion, impressionnant. L'érosion arrive à tailler des cailloux. C'est inouï. Depuis 5 millions d'années, des pluies sculptent ce massif calcaire tout droit sorti de l'océan, poussé par les mouvements de l'écorce terrestre. Imaginez, ces rochers sont l'accumulation d'animaux marins morts au fond de la mer. Dans l'épaisseur de ces pierres sont inscrits des millions d'années de vie. Perchés à plus de 40 mètres, ces arbres tirent parti de la moindre fente pour y plonger leurs racines et s'accrocher comme des funambules à cet archipel de pierres. Cet endroit est impénétrable. Il y a environ 650 espèces de plantes qui vivent ici et beaucoup ne vivent qu'ici. Et on voit bien cette petite vallée intouchée, cette oasis de vie qui s'est formée au milieu de ce calcaire. La puissance de la plante qui arrive à pousser sur ces cailloux, c'est incroyable. Je ne sais pas comment elle trouve de quoi se nourrir. Ah, ce ver, ce petit ver là qui sort au milieu, c'est extraordinaire, extraordinaire. Ces arbres d'apparence fragile sont capables de faire éclater la roche avec leurs racines pour aller chercher très loin l'eau en bas dans le sol. Et parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, ils doivent recréer là où ils s'installent les conditions propices à la vie. Tout aussi impénétrable, la péninsule de Maswala, là où les arbres rencontrent la mer. C'est la plus belle forêt primaire de Madagascar. Primaire parce qu'ici l'homme n'a perturbé aucun des équilibres écologiques. Cette forêt est intacte. Il n'y manque aucune des espèces d'origine. Jamais exploitées, ces forêts vierges représentent aujourd'hui moins d'un tiers des zones boisées de la planète. Martin Kalmander est botaniste. Il travaille sur le terrain pour les plus grands muséums du monde. Et ici, il m'explique le fonctionnement de cette forêt si dense que 90% de la lumière n'atteint jamais le sol. C'est assez oppressant cette forêt. On sent que l'homme, c'est pas la place de l'homme, qu'on est un étranger au milieu de ces plantes. Ici, dans une forêt tropicale humide, de basse altitude, comme à Maswal, au fond, les plantes et les animaux, ils n'ont pas besoin de se soucier d'un manque d'eau et d'un manque de chaleur. Donc ils peuvent vraiment se développer d'une façon absolument extraordinaire. On est l'endroit de Madagascar où il y a le plus de pluie. On a plus de 8 mètres de pluie par année ici. 8 mètres, ce qui est énorme. Pour vous donner un exemple, en France, peut-être au sud de la France, on a 700-800 mm. Dans des villes un peu plus au nord, on a 1000-1200 mm. Et donc il pleut plus d'un jour sur deux ici. Il pleut tout le temps. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une si forte biodiversité dans cette forêt? C'est à cause du soleil et de la chaleur que ça a pu se développer? Quelle est la raison? Alors, cette forêt, elle est organisée par étages. On appelle ça des strates. Évidemment, en fonction toujours de ce qu'elle peut recevoir comme eau et comme lumière. Au niveau du sol, on a des herbacées, on a quelques petites plantes, mais le sous-bois est relativement pauvre. Mais par contre, il a un rôle très très important, parce que c'est dans le sol que va avoir lieu la décomposition de la matière organique. Donc les feuilles qui tombent au sol, en fait, sont décomposées par des petits organismes que des fois on ne voit pas, des bactéries, des insectes. Et ces organismes vont permettre à tous ces minéraux qui sont dans les feuilles de retourner au sol et vont être repris par les racines dans les arbres. Pour remonter en haut de l'arbre. Exactement. En fin de compte, c'est une forêt qui est très complexe, qui a des millions d'années et qui était extrêmement fragile.
Ouais, c'est une forêt extrêmement fragile parce qu'en fait, tous ces organismes, ils coévoluent, ils vivent ensemble en fait. Ils sont liés l'un à l'autre pour leur survie. Mais on n'a pas comme chez nous un humus extrêmement grand. Donc c'est ça aussi qui fait la fragilité des forêts tropicales. Parce que finalement, les sols sont très pauvres. Donc quand on coupe une forêt tropicale, vu que le climat est tel qu'il y a énormément de pluie, on perd très vite tous les éléments nutritifs et la forêt ne peut pas repousser en fait. Parce que ça, c'est un capital formidable pour ce pays. C'est un pays très pauvre et pourtant, c'est un capital inouï, c'est de l'or. La forêt tropicale de Madagascar, c'est un bijou qu'on se doit de protéger. Moi, je suis très positif parce que depuis maintenant 5-6 ans, je vois vraiment le pays au niveau des populations qui vivent avec cette forêt. Je les sens vraiment conscients qu'ils ont un bijou entre les mains et qu'il faut vraiment qu'ils fassent attention et que c'est vraiment une de leurs richesses. Le gouvernement malgache l'a bien compris. Pour conserver les 10% de forêt primaire de l'île, il a triplé la surface des aires protégées. Donc c'est magnifique, hein, toutes ces racines emmêlées. Non, là, c'est vraiment extraordinaire. C'est une adaptation typique des forêts tropicales. Au fond, cet arbre, dans sa recherche de lumière, il doit aller tellement haut qu'il lui faut une certaine stabilité. Donc il va développer ses racines échasses, en fait, déjà pour être bien stable. Et ensuite, comme les sols sont assez pauvres, il va développer plein de petites racines, un grand réseau de racines pour essayer de chercher les nutriments tout autour de lui. Et donc, il y a une corde, on va monter là-haut? Ouais, je vous propose maintenant de monter dans la canopée et essayer de regarder la forêt d'en haut. Martin, c'est votre bureau ici, là, au-dessus de la canopée? Ah, ça serait pas mal d'avoir un bureau ici. En tout cas, c'est mon laboratoire. Hein. D'être ici à la même hauteur que les feuilles, c'est extraordinaire. À 25 mètres de hauteur, vraiment, c'est fabuleux. Alors, parlez-moi de la canopée. Faites-nous rêver, parce que là, c'est quand même... La canopée, en fait, c'est la partie supérieure de la forêt. Et puis, toutes ces feuilles, en fait, vont chercher la lumière, vont jouer le rôle de petits panneaux solaires. Et tous ces millions de petits panneaux solaires, en fait, vont transformer le CO2 et l'eau en sucre et en oxygène qui va être relancé dans l'atmosphère. Et ce phénomène est la base de la vie, en fait. En fin de compte, on dit toujours que ces grandes forêts tropicales, c'est le poumon de la Terre. C'est pas vrai, parce qu'en fin de compte, l'oxygène provient surtout de la mer, des petites algues. Tandis que ça pompe le CO2. Exactement. En fait, le rôle de la forêt tropicale est vraiment de fixer le CO2 dans le bois. Finalement, c'est vrai que c'est plutôt les océans qui sont responsables de la production d'oxygène. Sans CO2, il n'y aurait pas de vie. Sans CO2, il n'y aurait pas de vie. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a trop de CO2. Donc ce CO2, en fait, il est problématique dans l'atmosphère parce qu'il va garder la chaleur, une chaleur dont on a besoin pour vivre, en fait. C'est assez paradoxal parce que finalement, sans chaleur, sans CO2, il ferait beaucoup plus froid sur la Terre. Mais s'il y en a trop dans l'atmosphère, en fait, on a un réchauffement climatique. Il y a des animaux, en fin de compte, qui ne vivent qu'en haut des arbres. Il y a des insectes, oui, 80% des insectes herbivores vivent qu'en haut des arbres. C'est ici qu'ils trouvent leur nourriture. Est-ce qu'on les connaît tous? Non, on les connaît de loin, pas tous. On a parlé beaucoup des plantes, mais c'est vrai que les insectes à Madagascar et dans toutes les tropiques, c'est encore quelque chose de très peu connu. Il y a encore énormément à découvrir en entomologie. Oui, on pense que sur 1 hectare ici, il y a plus de biodiversité, pratiquement comme un pays comme la France. Ce qui est extraordinaire dans les forêts tropicales, en fait, à la grande différence des forêts de chez nous, où on a une forêt avec relativement peu d'arbres, on va avoir quelques sapins, quelques hêtres. Ici, chaque arbre est une autre espèce. C'est quelque chose de fabuleux, en fait. On a plus de 4500 espèces d'arbres. Il y en a 95% qui poussent qu'à Madagascar, qui sont endémiques. Et pourquoi c'est important qu'elles ne disparaissent pas? Parce que c'est un héritage, c'est l'héritage que nous, humains, avons reçu de millions d'années d'évolution. Et je pense qu'il faut absolument qu'on puisse conserver cette biodiversité. On ne la connaît même pas. Comment détruire quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est dramatique pour moi. Un monde sans arbres, c'est la fin de l'homme. C'est la fin de l'humanité. En Europe, la forêt regagne du terrain. Mais sous les tropiques, c'est 130 000 km² de forêt qui sont rasés tous les ans. C'est comme si chaque année disparaissait près d'un quart de la surface de la France. Et tout ça pour nos besoins en bois, pour faire paître encore plus de bétail, pour cultiver pour nos élevages le soja en Amazonie, ou pour planter par millions des palmiers à huile en Indonésie. Aujourd'hui, ces forêts n'occupent plus que 7% des continents. Et le destin de peuples tout entiers dépend de la survie de ces forêts. Elles les ont protégées et continuent de les protéger. C'est inouï de penser qu'aujourd'hui encore, certains hommes n'ont eu aucun contact avec le monde moderne. C'est le cas de certaines tribus indiennes en Amazonie. Sidney Pozuelo a été chargé par le gouvernement brésilien de partir à la recherche de ces Indiens afin de les protéger des exploitants forestiers, car vous allez voir, ils sont vraiment en danger. Ces images de premier contact
sont très émouvantes. Regardez. La forêt amazonienne est grande comme 8 fois la France. Au cœur de cet océan végétal se cachent encore aujourd'hui des peuples qui n'ont jamais eu de lien avec la civilisation. Au Brésil, il y aurait une quarantaine de ces tribus d'Indiens isolés, plus que partout ailleurs dans le monde. Un homme est chargé par le gouvernement brésilien d'assurer la protection de ces tribus hors du temps, Sidney Possuelo. Cet aventurier est considéré comme le plus grand spécialiste des communautés indiennes du Brésil. Pour les Indiens qui n'ont pas été contactés, le passé n'est qu'une longue histoire de conflits. Chaque fois que l'homme blanc entre dans leur univers, il crée des conflits, des batailles, des morts, des maladies et de l'incompréhension. Ils le savent déjà. Son travail, découvrir ces populations, prendre contact avec elles et délimiter leur territoire afin de les protéger. Ça, c'est une photo satellite. Vous voyez, ici on peut repérer des petits points sans végétation qui ressemblent à des champs perdus au milieu de la jungle. Alors nous essayons de vérifier chaque point inconnu pour savoir s'il s'agit ou pas d'une communauté d'Indiens isolés. Prouver l'existence de ces tribus pour préserver la forêt qui les héberge est la seule façon de les protéger. Car depuis des décennies, l'exploitation illégale de bois précieux met tous ces peuples indigènes en danger. Malgré les efforts du gouvernement et la présence de l'armée, les bûcherons s'enfoncent de plus en plus loin, à l'intérieur du territoire des Indiens, et rentrent en conflit avec eux. Sidney est à la recherche d'une tribu bien particulière, les Korubo. Personne ne les connaît, mais il y a quelques mois, 3 d'entre eux ont été retrouvés morts dans la rivière. Les responsables présumés, des bûcherons. Les villageois de la région ont chèrement payé le prix de ces meurtres. Les Korubo se sont vengés en tuant un des leurs. Mon père était parti cueillir des bananes. Sur le chemin du retour, ses compagnons l'ont trouvé mort. Sa tête était complètement fracassée. Les Indiens lui avaient ouvert le ventre et arraché les jambes. Sidney doit trouver une solution à ce conflit. Avec son équipe composée d'Indiens de différentes tribus, il prépare une expédition pour entrer en contact avec les Korubo. Chacun doit s'armer. Il est impossible de prévoir comment va se passer la rencontre. Le danger est bien réel. Les 7 membres de la dernière équipe qui a essayé de les contacter ont tous été massacrés. Mais selon Sidney, il n'y a pas d'autre solution. Ce groupe d'Indiens est en train de mourir. Ils sont chassés et donc ils tuent aussi. Et pour arrêter les tueries, nous n'avons pas le choix. Il faut avoir un premier contact avec ce peuple. Sinon, la tuerie va continuer, année après année, avec de plus en plus de morts, et ce n'est pas ça que nous voulons. L'expédition mène l'équipe de Sidney à l'extrême ouest du Brésil, dans la vaste vallée de Javari, une réserve de 8500 km², l'équivalent de la surface du Portugal. De la descente du fleuve en bateau à la longue marche en forêt, 4 mois seront nécessaires pour trouver le territoire des Korubo. Ça, c'est une branche cassée. Ça nous montre le sentier des Indiens. Ils ont coupé ces branches avec un outil en métal. C'est sûrement une hache qu'ils ont trouvée. L'équipe découvre aussi les traces d'un feu. Le village caché des Korubo est peut-être juste là, derrière ces arbres. Personne n'était jamais parvenu jusqu'ici, au cœur de leur territoire. Sidney décide de monter un campement à quelques centaines de mètres de ce qui semble être leur village. Des offrandes sont laissées aux alentours. Il faut donner le choix aux indigènes de venir d'eux-mêmes et limiter les risques. Après 5 jours, leur attente est récompensée. Les Korubo décident enfin de se montrer. On vient de voir 2 Indiens. 2, j'en ai vu 2. Ils nous appellent de là-bas. Voilà enfin les tueurs de la forêt. Des Korubo qui semblent bien accueillants. Rassemblez les gens. Reculez. Ne vous écartez pas. Allez. Sidney reste pourtant sur ses gardes. Il craint une embuscade.
Il demande à tous de retourner au campement. Les corbeaux les suivent. Intrigué, ce corbeau se demande si c'est bien lui qui se reflète dans l'objectif de la caméra. Mais c'est surtout les vêtements qui semblent attirer leur curiosité. Affirmatif, affirmatif. Ils sont ici en ce moment et ils fouillent toutes nos affaires. Mais c'est normal et grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Le premier contact a été effectué. Je peux voir? Oh, elle a des poils. Moi aussi, je veux voir. Le chef des corbeaux couvre chaque visage avec sa main, un comportement que Sidney connaît bien. Généralement, au premier contact, les Indiens ont avec eux leurs extraits de plantes qu'ils étalent sur nos visages pour nous pacifier. C'est ça qu'il a caché dans son t-shirt et qu'il met sur le visage de tout le monde. Difficile de croire que ces personnes puissent être dangereuses. Pourtant, en écoutant leurs histoires, Sidney comprend pourquoi les Indiens attaquent les Blancs. Ils en sont la cible. Il a du plomb ici. Enlève ta main. Regarde. Ferme ton œil. Tu vois? Ils ont tué son père. Et sa mère aussi. Beaucoup de gens vous ont tiré dessus? 5? Les Indiens sont inconscients de l'immensité du monde extérieur et des dangers qu'ils encourent. Dites-leur qu'ils ne peuvent pas s'imaginer comme les Blancs sont nombreux. Dites-leur que les Blancs sont aussi nombreux que les fourmis dans la forêt. Explique-leur. Le contact avec les corbeaux apportera peut-être un apaisement entre cette tribu et le reste de la région. Mais pour cela, il faut que leur forêt soit protégée, afin qu'ils puissent vivre en paix. Cette rencontre est la dernière que Sidney a initiée avec un peuple isolé. Seuls les conflits meurtriers l'ont obligé à concrétiser ce lien. Après plusieurs dizaines d'années d'expérience, il a fini par considérer ces rapprochements comme une menace mortelle pour les sociétés indigènes. Il se bat aujourd'hui pour protéger leur territoire sans les aborder. Je fais mon travail avec la conviction que nous pouvons respecter ces peuples. Ça veut dire respecter leurs terres, respecter leur culture et les laisser isolés s'ils veulent rester à l'écart de nous. S'ils ont choisi de vivre dans l'isolement, nous devons respecter leur volonté. La véritable bataille est donc la préservation de la forêt. Au Brésil, l'exploitation du bois, les déboisements au profit du bétail, du soja et le développement des biocarburants détruisent chaque année 11 à 27 000 km² de forêt. Le destin des corbeaux n'est plus seulement entre les mains de Sidney, mais se joue aussi sur les marchés internationaux où notre demande en produits agricoles est de plus en plus forte. On l'a vu, la forêt tropicale isole du monde moderne. Elle abrite aussi la moitié des espèces vivantes. Et on le sait peut-être moins. S'il pleut, c'est grâce aux arbres. Chaque jour, un arbre rejette des centaines de litres d'eau dans l'air. Et cet air humidifié donne naissance aux nuages et à la pluie. Ici, à l'est de Madagascar, vivent 11 espèces de lémuriens et surtout le plus grand d'entre eux, l'Indri. Mais leur situation est précaire. Les 2 tiers des lémuriens sont aujourd'hui menacés d'extinction. La raison, elle est toute simple, la disparition des forêts. Jonah Ratsim-Bazafi est un primatologue passionné. Il m'amène dans la forêt à la rencontre de ses protégés. Et on sent qu'il les aime. On n'a pas envie de parler quand on entend ça, on a envie de profiter.
Ce sont les cris d'Indri. Et chaque matin, il pousse ce cri perçant pour délimiter comme moyen de communication et pour délimiter son territoire. Et le cri d'Indri peut s'étendre jusqu'à 3 km. Cet animal ne peut pas vivre en dehors de la forêt. Et ils ne reproduisent pas en captivité? Certaines espèces, oui, mais pas Indri. Ils ne reproduisent pas en captivité. Il y a combien d'espèces de lémuriens à Madagascar? À peu près une centaine d'espèces et de sous-espèces. On connaît qu'il y en a encore d'autres qu'on ne connaît pas. Pourquoi il y a tant d'espèces? Les ancêtres des lémuriens étaient venus à Madagascar par radeau naturel de l'Afrique. Il y a combien de temps? À la fin de l'ère tertiaire, après l'extinction des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Et quand ils sont arrivés à Madagascar, il y a cette radiation. Pourquoi? À cause de l'absence de grands prédateurs. Et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup d'espèces de lémuriens. Certains mangent des feuilles, certains mangent des fruits, certaines espèces mangent un peu de feuilles, un peu de fruits, un peu de fleurs. Et tout ça sur le même territoire? Tout ça sur le même territoire. Parce que même, par exemple, dans un arbre, certains lémuriens utilisent donc la canopée. D'autres utilisent la hauteur moyenne. Et certains donc utilisent un peu plus bas. L'Indri ne descend jamais sur le sol, il vit en permanence, il reste dans le L'Indri peut descendre sur le sol à la fin de la journée. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il mange surtout des feuilles. Et dans les feuilles, il y a donc des tanins. Il y a de l'acide. Donc, pour détoxifier l'acide qu'il mange, il descend sur la terre pour manger du sol. Pourquoi? Parce que dans le sol, il y a donc des calcium, des sodium, du potassium pour détoxifier l'acide. Regarde le petit bébé là, entre les jambes de sa mère. Il doit avoir 2 semaines. Il y a aussi d'autres cris pendant la saison de reproduction qu'on appelle cris d'amour. Ça, on a compris que c'est un cri d'amour. Hein. Justement, cri d'amour, c'est comme chez les humains. L'Indri est monogame, c'est-à-dire qu'ils vont vivre en couple toute leur vie. Bien sûr, l'Indri, c'est vraiment une espèce fidèle. Et il donne seulement un seul bébé par portée. Pour l'Indri, comme la plupart des autres lémuriens, la femelle est dominante. Chez nous aussi. Hein. Et bien sûr, comme chez les humains, la femelle est dominante. Pourquoi pour vous, il est si important de sauver les lémuriens? Dans la forêt, les lémuriens, quand ils mangent des fruits, ils dispersent les graines. Donc ils contribuent donc à maintenir l'intégrité de la forêt parce que les plantes ne peuvent pas bouger. Donc les plantes ont besoin des lémuriens pour la dispersion des graines. Et aussi, regarde, ici c'est vert et quand on voit l'Indri par exemple blanche, cette côté esthétique, c'est vraiment... Donc on a besoin de beauté. On a besoin de beauté. Mais écoute, entends, ce cri-là. Ça c'est autre cri, le cri d'alarme. C'est pas le cri du matin, ça. C'est le cri d'alarme. Ça veut dire qu'il y a un rapace? Ça veut dire qu'il y a un rapace là, ou bien un boa, pour alerter donc les autres. Alors en parlant de cris d'animaux, vous allez voir maintenant une séquence que je trouve extraordinaire. C'est un oiseau lyre en Australie, et vous aurez du mal à croire que ça a été filmé sans aucun trucage. Écoutez. Derrière ce plumage se cache un oiseau au ramage le plus spectaculaire qui soit. L'oiseau lyre possède le don étonnant de reproduire avec précision les sons qui l'entourent. Son organe vocal est le plus élaboré de tous les oiseaux chanteurs. Il copie, entre autres, le chant d'une vingtaine d'espèces d'oiseaux. L'imitation est telle que même le kookaburra, le martin-pêcheur géant d'Australie au chant si compliqué, lui répond. Depuis quelque temps, l'oiseau lyre imite de nouveaux bruits qui
qui ont envahi son environnement. Un appareil photo, différents modèles, une alarme de voiture, l'oiseau lyre semble avoir de nouveaux voisins envahissants. Son territoire est grignoté chaque jour par l'activité humaine. Ces chants amusants pourraient bien résonner comme un cri d'alarme. Je suis en route pour la réserve de Voimana à 150 km à l'est de Tananarive, la capitale malgache. Je vais rencontrer un Français. Il fait partie de ces hommes et de ces femmes qui, sur le terrain, font avancer les choses. Il a créé il y a 15 ans une association qui, avec le gouvernement malgache, aide les populations de cette région. Sur 1600 hectares, Olivier Béra démontre qu'on peut vivre de la forêt autrement qu'en la coupant pour la cultiver. Salut Olivier. Salut Yann. Bienvenue. On est chez toi là? Oui, oui. Ah, là on arrive au milieu de la grosse zone de travail, c'est qui est le cœur du corridor forestier. Donc on va aller voir. Tu veux qu'on monte dessus? On peut monter. Pourquoi c'est dégradé comme ça ici? Donc tout ça, c'est le résultat de la culture sur brûlis. C'est-à-dire traditionnellement, je veux dire, les Malgaches, ils ont appliqué des techniques culturales qui venaient d'Indonésie, c'est-à-dire de couper la forêt, je veux dire, pour se servir de la cendre pour faire pousser le riz. Et c'est ce qu'ils ont pratiqué, sauf que maintenant ça va trop vite, il y a trop de population et la forêt ne repousse pas. D'où les trous que ça représente et donc la coupure de ce corridor forestier. Ça, c'est une forêt qui a été déforestée pour faire du riz? Ça a été déforesté pour faire du riz. On voit encore une petite case tout là-haut. Donc ils ont recoupé un nouveau bout de forêt, je veux dire, pour replanter du riz. Mais on voit bien que sur ces zones-là, je veux dire, ils sont plus capables de les cultiver. Il n'y a plus rien dans le sol, là. Alors, on déforeste, on brûle, et on peut faire du riz pendant combien de temps? Pendant 2 ou 3 ans? Ici, ils font du riz 2 ans. Je veux dire, c'est-à-dire, il y a une première année où il y a une bonne récolte, une deuxième année où il y a une récolte médiocre, et après c'est fini. C'est ridicule. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que moi j'ai toujours vu le riz dans des rizières avec de l'eau. Pourquoi est-ce qu'ici on arrive à le faire pousser sur le flanc des montagnes? C'est ce qu'on appelle la culture du riz pluvial. Je veux dire, ça pousserait très bien, le riz est très bon, les Malgaches adorent ça. En fait, la culture irriguée, elle est surtout productive, je veux dire, en termes de lutte contre les insectes, parce que les insectes ne vont pas sur les pieds de riz qui sont dans l'eau. Donc là, on évite en fait les maladies du riz. Encore récemment, pour survivre, les habitants de Madagascar ont incendié des millions d'hectares. Cette pratique est appelée ici le tave. Elle est officiellement interdite, mais la forêt continue à brûler. À perte de vue, ces collines stériles étaient de la forêt. À Madagascar, le riz est l'aliment de base. 130 kilos en moyenne par personne et par an. Il y a aujourd'hui sur cette île, à peine plus grande que la France, 18 millions d'habitants. C'est 3 fois plus qu'en 1970. Et dans le même temps, le tracteur n'a pas remplacé les ébus. La production de riz, elle, n'a pas triplé. La population souffre de malnutrition. Les gens n'ont pas le choix, ils doivent se nourrir. Comment les empêcher de brûler la forêt? C'est pour ça que je crois à l'utilité du travail d'Olivier. Il offre à ses paysans des nouveaux moyens de subsistance. Et ça, c'est vital. Alors là, on arrive dans la pépinière. Là, on arrive dans la pépinière où tu vas voir des femmes qui travaillent, je dirais, à la préparation des pots sur lesquels on va mettre des graines pour faire des plants. Kore. Salut. Bonjour, mesdames. Et là, on est sur une zone qui avait été déforestée pour faire de la culture sur brûlis. Ici, il y avait du riz avant. Il y avait du riz, mais il y a très longtemps, quoi. Tu me parles de corridor, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Quand on parle de corridor forestier, tu as un énorme bloc de forêt qui va jusqu'au parc de Machois, je veux dire au nord. Donc c'est 500 km de forêt, on va dire, qui longe la côte, plus simplement, tu vois. Et au sud, tu as aussi, si tu veux, des centaines de kilomètres de forêt qui continuent. Et là, il n'y a plus rien au milieu, ça a été coupé. Tu vois, je veux dire, les gens, ils ont fini par... Donc la biodiversité ne peut pas traverser. Il n'y a plus d'échanges génétiques, il n'y a plus la dynamique. Les espèces, elles ont besoin de se croiser. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de penser cette coupure de la forêt. Ici, tu vois, tu as 2 blocs forestiers. Donc là, au milieu, on va replanter des arbres pour aider cette forêt à reprendre son état originel et permettre donc des échanges génétiques entre les forêts du nord et les forêts du sud. Il faut combien de temps pour que cette forêt redevienne une forêt complète? Il faudra probablement 80 ans, c'est ce qu'on estime, si tu veux, pour regagner de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on va déforester pour s'en servir 3 ans et il faudra 80 ans pour que ça revienne. Là, on peut dire dans 80 ans, il y aura de nouveau de la forêt, il y aura des échanges. Mais bon, là, on espère bien que notre planète, elle va perdurer, tu vois. Mais je vais aller te montrer Mam, si tu veux, qui est le gars qui fait le reboisement. Avec les populations locales, hein. Tu vas voir, c'est eux qui vont prendre la suite. Donc là, c'est les jeunes plants, je veux dire, qui vont partir pour le reboisement, ça. Donc voilà, Mam. Le fameux Mam. Ça va? Bonjour, Yann. Yann, je vous laisse parce qu'il connaît les plantes mieux que moi, tu sais. Merci. Combien d'espèces de plantes vous plantez dans la forêt ici? En tout, on a 150 espèces à peu près d'ici. Hein. C'est énorme, quoi. Ça n'a jamais été fait à Mada. Est-ce que les gens ici se rendent compte du travail qu'ils font, de l'importance de ce travail? Oui, parce que même les jeunes, parce qu'il y a des jeunes de 20 ans, quand ils se baladent dans la forêt, ils se disent « Ouais, mais le niveau de la forêt, ça régresse en fait. Le niveau de l'eau, ça régresse aussi. Il faut aller loin pour aller chercher du bois. » Alors que nous, en pépinière, on a des espèces à croissance rapide, on a des espèces pour le bois de chauffe, on a des espèces pour faire des maisons, la vannerie et tout ça, quoi. Donc ça, ils s'en rendent compte. On va aller voir là-haut. Ça va bien? Comment vous décidez ce que vous devez planter ici? Nous, on décide de tout ensemble. Tu sais, parmi les planteurs, il y a des gens qui connaissent bien la forêt. C'était des exploitants forestiers qu'on a pris pour devenir des pépiniéristes. Et eux, ils savent quelles espèces il faut mettre en haut, quelles espèces il faut mettre en bas de la colline. On essaye exactement, vraiment d'imiter au maximum ce que la nature, elle a fait, quoi. Est-ce que c'est pas utopique de faire une forêt qui va être mature dans 80 ans? 80 ans, c'est énorme, mais en même temps, il faut le faire. C'est pas que pour nous les Malgaches, c'est pour moi, c'est pour ma fille, c'est pour vous en France, c'est pour tout le monde parce qu'on séquestre le carbone, on essaie de conserver ce qui reste, la forêt, les lémuriens que tu as entendu tout à l'heure, tous les oiseaux et toute la biodiversité, c'est pour tout le monde. Cette sagesse devrait nous faire comprendre que des arbres vivants valent bien plus que débiter en planches. Ici, on replante, tandis qu'ailleurs dans le monde, on coupe sans discernement et sans souci de l'avenir. Selon le WWF, 40% du bois tropical importé en France proviendrait de forêts coupées illégalement. Nous pouvons donc tous, sans le savoir, acheter du bois interdit à l'importation. Alors nous avons enquêté, remonté la filière de Nantes où ce bois arrive, jusqu'au Cameroun où il a été coupé. Regardez. Nous sommes sur la zone portuaire de Nantes. Une action coup de poing est menée par l'association écologiste Les Amis de la Terre, visant à dénoncer le commerce illégal de bois exotiques venant du Cameroun. Dans ce parc à bois, plusieurs mètres cubes sont stockés en toute impunité. Ils seront vendus le triple du prix acheté pour décorer nos intérieurs. Pour comprendre l'étendue de ce trafic, nous prenons la route vers le centre du Cameroun. Nous devons être prudents, nous n'avons pas de visa de presse. Dans ce pays, enquêter sur le commerce illégal du bois peut rapidement vous mener en prison. Très vite, nous croisons des centaines de camions grumiers qui charrient des tonnes de bois. Sur les pistes, c'est un embouteillage de bois précieux qui s'en va pour l'Europe ou la Chine. Toujours selon le WWF, la moitié du bois exporté par le Cameroun est exploité illégalement. En longeant les grandes forêts tropicales, nous sommes alertés par le bruit des tronçonneuses. À peine cachés, des bûcherons clandestins sont en train d'abattre et de débiter de l'iroko.
3 hommes suffisent pour transformer ce pied d'Iroko, vieux de 150 ans, en planche destinée au commerce. Nous sommes sur les rives du fleuve Sanaga, le plus important du pays. Nous avons rendez-vous avec Belmont Chumba, coordinateur pour les Amis de la Terre Cameroun. Ce défenseur de la forêt camerounaise nous explique comment de telles coupes sauvages sont possibles. Dans ces endroits qui sont relativement éloignés, les autorités chargées de surveiller la forêt ne sont pas toujours au courant. Et quand bien même elles sont au courant, dans beaucoup de cas, en raison de la corruption qui sévit dans le secteur, elles pourraient ne pas être sanctionnées. La corruption, un fléau qui gangrène certains services administratifs du pays. Parler du trafic de bois au Cameroun, c'est se dresser contre un énorme tabou. Ici, beaucoup de gens en profitent de près ou de loin. De l'administration forestière à la gendarmerie ou à l'armée, des réseaux d'influence s'enrichissent au détriment de l'État et des populations. De l'autre côté du fleuve, nous nous engouffrons sur les pistes entourées par la brousse. Au bout de quelques kilomètres, Belmont fait stopper la voiture. Il a repéré sur le bas-côté un indice d'exploitation forestière illégale. Eh bien voilà. Les routes qui nous manquent tant au Cameroun, on les trouve ici. Et ça, c'est une piste qui va sur plusieurs dizaines de kilomètres que l'exploitant a créée pour aller couper du bois. Et pour détourner l'attention des contrôleurs, a érigé cette sorte de barrière. La largeur de la piste indique effectivement que cette piste a été faite pour des grands camions. Des grands camions qui vont en toute tranquillité charrier les billes de bois tropicaux, sans se soucier des conséquences sur la forêt. Quand des pistes comme ça sont ouvertes, ça ouvre également la voie aux populations pour aller créer des champs, ça ouvre la voie aux braconniers, ce qui fait que les chances de régénération de la forêt sont relativement limitées. Il faudra environ 200 ans pour que des bois comme l'Iroko, le Moabi, le Padouk et bien d'autres puissent atteindre leur taille adulte. Une catastrophe pour l'écosystème camerounais. Belmont nous emmène à proximité d'une concession appelée UFA, Unité forestière d'aménagement. Un terme pour désigner les limites des concessions allouées aux exploitants. C'est la garantie que la société forestière n'a pas cherché à couper plus de bois qu'elle n'est autorisée. Mais en laissant des billes de bois abandonnées, les forestiers donnent une preuve à Belmont de coupes illégales. Munis d'un GPS, ils vérifient si l'exploitant est sorti de la zone autorisée. Ce qui est important de noter ici également, c'est qu'on voit le marteau forestier de l'administration qui a été apposé par les services de contrôle qui atteste que cette grume a été coupée légalement. Donc nous avons relevé le point GPS de cette bille de bois. Lorsque nous l'avons cartographié, on s'est rendu compte que cet espace est très loin en dehors de l'UFA. Et la question qu'on se pose, c'est comment l'administration forestière a-t-elle pu apposer un marteau attestant la légalité de ce bois, alors que visiblement, il s'agit d'un bois illégal. Et là, la réponse semble évidente. C'est des indices, à mon avis, de corruption. Comment un tel trafic de bois peut-il se faire sans que les autorités n'interviennent? Pour essayer de répondre, nous décidons de nous faire passer pour des acheteurs. Nous partons dans l'est du Cameroun, à Bertoua, où l'on peut trouver les plus grandes réserves de bois précieux. Là, très facilement, grâce à des intermédiaires, nous rencontrons un vendeur sur le bord de la route. Sans perdre de temps, il nous emmène dans son parc à bois d'Iroko. À quelques centaines de mètres, cachés dans la jungle, plusieurs billes de bois déjà coupées sont disponibles. Ce sont nos guides qui se chargent de la transaction. Je te donne un papier. Tu avais peut-être acheté là aussi à combien? Un pied comme ça, j'ai acheté ça à 45 000. 45 000. Tu as pris ça à 45 000. 45 000 francs CFA pour un pied d'Iroko, l'équivalent de 68 €. Il sera vendu en France plusieurs milliers d'euros, selon sa fraîcheur et son âge. Mais comment acheminer ce bois sur le port de Douala pour aller en France sans se faire contrôler par la police? Rien de plus simple, selon notre vendeur.
C'est dans sa scierie qu'il nous explique la marche à suivre. Contre quelques billets, nous aurons l'autorisation écrite du chef de poste des eaux et forêts. Celui-là même qui est censé protéger et veiller sur le patrimoine forestier du Cameroun. Ici, vous pouvez blanchir, quoi. Oui, quand tu amènes ton bois ici, tu peux travailler ton bois ici. On te sort tous les papiers ici sur place. Et quand le bois quitte ici, ça veut dire que tu n'as pas de problème. Pas de problème avec jusqu'à arriver à Douala. C'est bon pour. Et après, moi, je peux donc l'envoyer tranquillement en France. Hein. Oui, oui. Port de Douala. C'est d'ici que part le bois pour l'Europe. Nous voulons comprendre comment un bois illégal, sans titre d'exploitation, peut sortir du pays. Nous rentrons dans la zone portuaire en caméra cachée. Ici, plus qu'ailleurs, les journalistes sont indésirables. La technique est simple. Moyennant des pots de vin, les sociétés forestières peuvent faire rentrer le tonnage de bois qu'elles désirent. Il leur suffit ensuite de maquiller les grumes au nom d'une société fantôme autorisée à exporter. Le bois est prêt à prendre la mer. Notre contact est l'un des dockers du port. Très naturellement, il nous explique comment faire pour exporter du bois illégal. Voilà, ABC n'a pas de scierie. Et ça, tout le monde le sait ici. Oui, même les eaux forêts, même la douane, parce qu'ils ont un truc qui donne. Il y a un bac chiche. Tu vois ça, c'est même contremarqué. Comme tu vois là, il y avait d'abord notre nom. Arrivé ici, on est effacé. Ah, c'est pour ça que c'est blanc? Oui. Parce qu'il y avait un autre nom en fait. Oui, oui. Donc le nom de l'exploitation qui a revendu. Qui a revendu à ABC. Ah oui. Un peu plus loin, nous remarquons des conteneurs ouverts. À l'intérieur, des billes de bois non marquées en attente d'un faux nom. La preuve d'un système de blanchiment au su et au vu de tout le monde. La trace de la corruption active qui règne sur le port de Douala. Quand ça arrive ici, actuellement, comme on a déjà cisaillé, maintenant ils vont essayer de le remarquer avec une société légale. Et c'est comme ça que c'est blanchi. Et ça partira en Europe et il n'y aura pas de souci. Sans souci. Mais avec une société complètement factice. Exact. En traversant le Cameroun, nous avons vu des tonnes de bois précieux partir sans contrôle. Le gouvernement tente d'endiguer ce fléau et a récemment retiré leur licence d'exportation à 27 sociétés en infraction. En continuant d'acheter de l'Iroko, du Moabi et bien d'autres essences, nous nous rendons nous aussi complices d'un trafic et d'une déforestation dont les victimes sont les populations locales. Le Cameroun n'est pas un cas isolé. L'Afrique perd chaque année 4 millions d'hectares de forêt. C'est l'endroit au monde où la forêt disparaît le plus vite. Nous pouvons agir en achetant tout simplement du bois tropical avec le label FSC, qui garantit une exploitation légale, ou encore mieux, en choisissant des bois européens. Mais il faut aussi que les gens comme ici puissent vivre de manière durable de la forêt. C'est ce qu'a entrepris à Madagascar Olivier Béra. Cette forêt recèle un trésor. Des milliers de plantes aux vertus médicinales et aromatiques dont on extrait des huiles essentielles. On a quand même du mal à penser que de cet alambic sortent des essences naturelles pour les plus grands parfumeurs. On exporte partout dans le monde, je veux dire, mais c'est vrai qu'on arrive jusque-là avec quelque chose que tu vois, qui est quand même très artisanal, la pullerie. Maintenant, tu as des huiles essentielles qui sortent, qui vont chez Chanel. Si tu veux, on fait des crèmes, je veux dire, anti-âge, des produits antioxydants de folie. Et quand nous, on trouve qu'il y a des plantes aromatiques de partout, des plantes sauvages, on se dit, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et après, de les mettre en contact, si tu veux, avec les parfumeurs, justement, et les gens de la cosmétique, tu te rends compte que tout le monde est intéressé parce que personne ne le savait. Personne ne savait valoriser ces produits-là. Et ici, dans cette forêt malgache, il y a tout ce que tu veux. Le processus est très simple. Tu as de la vapeur qui passe sous les feuilles, qui sont mises dans cette cuve. La vapeur se charge des molécules aromatiques, des huiles essentielles. Et il y a un serpentin là-dedans qui refroidit, qui condense la vapeur. Et ensuite, ça se sépare. Donc là, tu vois, il va récupérer l'huile qui s'est mise au-dessus de l'eau, je veux dire, dans cet essencier. Ça paraît très simple. Ici, les gens n'ont plus le droit de faire de la culture sur brûlis. C'est interdit. Ils vont même en prison s'ils le font. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est pathétique, je veux dire, on dit on interdit, mais les gens, ils n'ont rien d'autre. Ils font de la culture sur brûlis pour manger. Donc tu les mets en prison, on va aller jusqu'où? Tu vois, on ne peut pas mettre tous les paysans en prison. Donc c'est pour ça que c'est vital pour nous aussi, et ça tombe bien, tu vois, que l'industrie demande maintenant des produits naturels, des bons produits, des produits essentiels,
parce que ça permet de créer des revenus aux gens. Tu peux pas les foutre en prison parce qu'ils veulent juste manger, il faut arrêter ce genre d'histoire. C'est quoi toutes ces feuilles que les femmes amènent ce matin? Mais là, tu as les femmes qui ramènent les feuilles de gingembre papillon, qui est une espèce sauvage d'ici, dont on extrait une huile essentielle. Ça sert à quoi ce produit? Pour le moment, c'est une huile essentielle qui sert à faire un petit peu un calmant. Tu vois, une huile essentielle, tu poses sur l'oreiller et puis ça aide à dormir bien la nuit. Tu vois, c'est parfait. Et pour nous, c'est ça aussi le commerce équitable. Si tu veux, ça nous permet de valoriser les plantes pour ces femmes. Chaque femme a un quota de collecte, tu vois, pour que ça puisse être réparti dans les familles. Parce que maintenant, tout le monde voudrait travailler là-dessus, tu vois. Et ça permet de les payer correctement. Ils ont enfin une source de revenus et tout le monde voudrait le faire maintenant. Grâce à ça, c'est des revenus et ça te permet aussi d'envoyer les enfants à l'école. Nous, on travaille dans le cadre du commerce équitable. Le commerce équitable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire payer un produit à sa juste valeur. Un produit qui soit durable, donc il faut gérer la ressource, et un produit qui soit durable aussi au niveau des gens. Tu ne peux pas exploiter les gens pour produire des huiles. On a 1600 enfants, je veux dire, qui peuvent aller à l'école et qui sont nourris en plus parce qu'il y a des déficits alimentaires. Et ça, c'est le commerce équitable qui nous permet de le faire. Depuis toujours, l'industrie pharmaceutique s'intéresse à la forêt. L'industrie s'est intéressée depuis longtemps. Je veux dire, on a la pervenche de Madagascar. 80% des enfants qui ont la leucémie, sont guéris maintenant grâce à la pervenche de Madagascar. Ensuite, dans les années 50, l'industrie s'est dit on pourra tout faire chimiquement. Maintenant, on connaît les limites. Donc les gens y reviennent. On a une huile essentielle qu'on produit dans l'Ouest qui s'appelle le sarro. Le sarro, c'est une plante qui est utilisée par les Malgaches pour soigner un peu tout, donc ils le connaissaient déjà. On a traduit en huile essentielle, et maintenant le sarro, mais on se rend compte que c'est extraordinaire. C'est déjà utilisé dans l'industrie de la crevette. Pour produire des crevettes, les gens utilisent des antibiotiques d'habitude systématiquement parce qu'il y a plein de bactéries. C'est pas bon pour la santé. Pas vraiment, parce que tu les retrouves quand toi tu les manges, tes crevettes. Alors que là, maintenant, avec l'huile essentielle de sarro, on met ça dans les bassins de crevettes et on a le même effet antibactérien que les antibiotiques chimiques. Il y a plein de produits qui ont plein d'applications possibles, tu sais, et on n'en connaît même pas 10% encore. Savez-vous par exemple qu'aujourd'hui, 50% des médicaments que nous utilisons sont issus des plantes? En veillant sur la pharmacie de la nature et grâce à l'énergie d'Olivier, les gens de Voimana pourront rester vivre ici. Ailleurs, la déforestation engendre la pauvreté et nourrit l'exode rural. Et à l'échelle de la planète, c'est plus de la moitié des habitants qui vivent aujourd'hui en ville. À Madagascar, les paysans sont plus nombreux que les citadins. Mais pour combien de temps encore? Ils viennent tous les jours s'entasser dans des grandes villes comme Tananarive, la capitale de l'île, où vivent plus d'1,5 million de personnes. La vie n'y est pas meilleure à cause de la surpopulation, du manque de logement et des problèmes d'eau potable. Aux portes de la ville, comme trop souvent, les plus démunis cherchent dans les ordures de quoi se nourrir. Je ne pouvais pas vous emmener à Madagascar sans vous faire découvrir un homme qui me fascine. C'est un prêtre et lui aussi se préoccupe du sort des plus pauvres et de l'environnement. Alors toutes les maisons qu'on voit là, ce sont les maisons du père Pedro, qu'il a construit pour les gens défavorisés de Madagascar. C'est bien sûr un homme extrêmement respecté ici, à Tananarive. Chaque dimanche matin, le père Pedro rassemble autour de lui plusieurs milliers de personnes pour une messe aux airs de fête incroyable. Si ce charismatique missionnaire argentin est si populaire, c'est avant tout parce qu'il a choisi de consacrer sa vie aux plus démunis. Il y a d'abord eu ce choc, il y a 20 ans, sur une décharge de la capitale, face à la misère la plus crue, la plus injuste. Ça commence par une révolte. J'ai vu cette décharge-là, avec des milliers d'enfants qui étaient là-dessus. Je suis resté muet. Il y avait un électrochoc qui m'a traversé tout le corps. C'était des petits anges, comme des roses sur une décharge. À Madagascar, les 3/4 des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, même quand ils ont un travail. Alors fouiller les ordures le dimanche est un moyen comme un autre de gagner un peu plus d'argent. Tout ça, c'est bon, pour quelques centimes. Hein. Mais les gens ici vivent avec des centimes. Dans un monde où tout est cher, les gasoils, l'essence est plus cher qu'en France, les huiles de table est plus cher qu'en France, les médicaments sont plus chers qu'en France. Et ici, hein, eux, ils doivent vivre avec des centimes. Alors vous voyez que c'est impossible.
Surtout quand on sait que près de 80% de la population malgache vit avec à peine plus d'1 euro par jour. Ce n'est pas digne. Rien que voir cela, ça parle par soi-même. Et celui qui a un peu du bon sens doit comprendre que ça devrait cesser. C'est pour cela que nous demandons et nous crions pour que ces décharges disparaissent. Et elles n'ont à l'honneur de personne, ces décharges-là. Le président malgache lui-même a promis de fermer la décharge. Mais en attendant, le père Pedro soutient la population au quotidien. Je vous félicite. Je vous félicite vraiment. Vous avez de la force, du courage, vous avez du cœur. Cette force, vous devez la garder à tout prix. Nous devons toujours rester droits. Et un jour, toute cette souffrance s'arrêtera. Et pour le père Pedro, ce soutien ne se limite pas à de simples mots. Depuis 20 ans, il lutte avec acharnement pour sortir ces gens de la misère. Il y a quelques années encore, ils étaient des milliers à vivre ici, sur la décharge. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une poignée. Grâce à des dons venus du monde entier, il a créé sur les hauteurs de Tananarive une véritable ville, Akamassu, la ville des bons amis. 17 000 habitants vivent ici aujourd'hui, mais depuis le début de son action, ce sont 300 000 personnes que le père Pedro a aidées. Les enfants d'Akamassu sont la priorité du père Pedro. Les scolariser, leur apprendre les règles de la vie en société, c'est aussi ce qu'il fait quand il joue au foot avec eux. Et puis, il a donné du travail aux adultes. Il s'est alors servi de ce que la nature lui a fourni. Près de 3000 personnes ont ainsi du travail à la carrière du village et touchent un salaire qui permet de faire vivre leur famille. Retrouver ce lien qui unit les hommes à leur terre est primordial selon lui. Le respect et la protection de la nature font partie intégrante de ce retour à la vie. Le premier village d'Akamassu, nous avons dit « retournons à la terre, sortons de la ville qui nous a détruits ». Quand une famille pauvre qui était dans la rue, qui vivait dans l'anarchie totale, est entrée dans un nouvel logement propre, où il a après commencé à planter des arbres et des fleurs, c'est son esprit qui change aussi. Parce qu'il dit, dans ces milieux-là, je ne peux pas être moche, je ne peux pas être laide. Ici, il faut être beau comme la nature. La nature a une relation très étroite avec l'homme. Et quand l'homme se sent bien, il se sent bien aussi avec la nature. Et la nature se sent bien avec l'homme. Tous les ans, nous plantons entre 10 000 et 20 000 arbres. Ces arbres-là, on peut dire que c'est la nouvelle forêt de Tana. C'est celle qui était plantée la dernière. Alors nous allons la protéger. Ils ont failli encore la brûler il y a 4 ans. Tout le peuple a couru à minuit à éteindre le feu. Et nous avons pu arriver à temps. Et nous l'avons sauvé. Mais la menace n'a pas pour autant disparu. Comme partout ailleurs sur l'île, on coupe toujours des arbres ici aussi, car il faut bien du bois pour cuisiner. Où vous avez trouvé ce bois? Par là-bas. Alors, voilà, ce sont des enfants qui coupent un peu n'importe comment. Hein. On voit bien qu'ils sont très pauvres. Hein. Et voilà la pauvreté. Hein. Bon, Fazamanimba, l'autre, les raso, Azamanimba, hein? Azamanimba. Bon, je dis, ne détruisez pas trop les arbres, je dis, d'accord? Je dis, bon, allez, face, maintenant. Hein? Les gens brûlent sans savoir pourquoi. Les gens détruisent la nature, salissent les fleuves. Hein? Parce qu'on ne les a pas instruits assez. Maintenant, actuellement, on commence vraiment à responsabiliser les gens, à faire prendre conscience aux gens que la nature fait partie de leur vie. Seule l'éducation permanente va donner une conscience de ce devoir que nous avons les hommes, les êtres humains, à conserver, à gérer avec amour notre terre. Quelles que soient nos croyances, on ne peut qu'être touché par le bon sens du père Pedro et surtout par sa foi en l'homme. C'est à Madagascar qu'on mesure combien le bois est essentiel à la vie des hommes. Comme matériau, il sert à construire des maisons, à fabriquer des meubles et toutes sortes d'objets. Comme combustible, il permet de cuire des briques d'argile. Ici, le
le bois couvre 80% de la consommation en énergie du pays. Et c'est, n'oublions pas, une énergie renouvelable, pour peu qu'on laisse le temps aux arbres de repousser. Et son usage le plus courant, le plus quotidien, c'est pour faire la cuisine et se réchauffer. Se ravitailler en charbon de bois pour les habitants de Tananarive est indispensable. J'ai demandé à Philippe Collas, un ingénieur français spécialiste du développement agricole, de m'en parler. Alors, en toutes les entrées de la ville, il y a comme ça des marchands de charbon de bois partout. Ouais, ça c'est un dépôt. Après, il y a d'autres lieux de vente à l'intérieur de la ville. Et les gens viennent chercher soit un sac entier pour leurs besoins dans la famille, soit au détail pour des besoins quotidiens. Ici, on voit bien que le charbon de bois, c'est vital. Hein. Toute la population fait sa cuisine avec du charbon de bois. Oui, en ville, 90% des gens utilisent le charbon de bois pour faire la cuisine quotidiennement. C'est 3 kilos de charbon par jour, par ménage. La plupart de ces charbons de bois proviennent de plantations d'eucalyptus qu'il y a autour des grandes villes des hauts plateaux. Tout ce charbon de bois, il provient d'une déforestation qui est contrôlée, des arbres qui ont été plantés. C'est une culture, c'est une forêt cultivée, effectivement. À peu près 170 000 hectares autour de Tana. Et ce sac, là, ça représente ce que consomme une famille malgache pendant 15 jours environ. Hein. Oui, c'est ça, c'est un gros sac, celui-là. Et ça, c'est un quart de leur revenu. Un quart de leur revenu, effectivement. Donc c'est très cher, le charbon de bois. C'est important, c'est un produit de première nécessité. Ça procure des revenus réguliers, ça fait vivre des transporteurs, des bûcherons, des commerçants. On considère que à peu près tout le massif qui est autour de Tana, c'est 300 000 emplois. Dans le paysage, ça ne se voit peut-être pas, mais c'est très très important. Ici, l'eucalyptus, c'est vital. C'est l'énergie locale, produite localement, avec une plante qui pousse, on la coupe, elle se renouvelle. Donc c'est en quelque sorte le gaz naturel ou l'énergie nucléaire ou l'alternative au gasoil, c'est propre, c'est une énergie renouvelable. Et Madagascar est en avance par rapport à tout ça. C'est son biocarburant, si on peut dire. Son agrocarburant, quoi. Son agrocarburant, exactement. Ce charbon de bois est fabriqué à quelques kilomètres, sur les hauteurs de Tananarive. Ces hommes sont des charbonniers. Ils coupent des eucalyptus, une espèce à croissance rapide, accusée de consommer trop d'eau et d'empêcher les autres arbres de pousser. Une plantation d'eucalyptus ne remplace pas une forêt naturelle, mais à Madagascar, les besoins sont tels que cet arbre importé d'Australie a sans doute permis d'épargner ce qui reste de forêt originelle. Il faut débiter le bois et l'entasser dans une fosse creusée dans le sol, puis la recouvrir de terre. Pendant 5 jours, le bois brûle à l'abri de l'air. À l'ouverture du four, 10 kg de bois d'eucalyptus donneront seulement 1 kg de charbon de bois. Dans le monde, il y a 3 milliards de gens qui font cuire leurs aliments avec du bois. Et très souvent, c'est avec du charbon de bois comme ici. Vous voyez le travail inouï pour le faire et après le transporter pour l'amener dans les villes. C'est beaucoup plus facile de pomper le pétrole que faire du charbon de bois, c'est sûr. Ici, il y a l'eucalyptus, mais dans d'autres régions de Madagascar, où le ramassage du bois dans les forêts est officiellement interdit, et où il n'y a pas de plantation, quelle solution trouver ? S'il y a une énergie qui est inépuisable, c'est bien le soleil. Une ONG locale, ADES, l'a bien compris et fabrique des fours solaires qu'elle vend à un prix subventionné. Et on va assister à leur mise en place dans un village. Avec ces fours, les familles n'auront plus à aller chercher du bois en forêt. Une corvée souvent confiée aux enfants qui du coup ne vont pas à l'école. Et en plus, grâce à un four, c'est chaque jour 11 kilos de bois qui sont économisés. Regarde sa bouche. Regarde le bout. Ils connaissaient ça déjà, parce qu'ils connaissaient. Ils sont contents d'avoir ça? Il dit oui. C'est l'évolution, il dit. C'est l'évolution. Maintenant, je vais vous montrer un autre modèle de four solaire.
Alors vas-y, explique. Quand il est fermé comme ça, il ne marche pas. On l'ouvre. Vous voyez ce rayon de soleil? Il faut l'attraper et le diriger à l'intérieur du four. Il faut combien de temps pour faire cuire la casserole de riz? Le riz, c'est 2h30. Et les gâteaux, là, qu'il y a dedans, combien de temps ils ont fait pour cuire? 1h30 et 2 heures de temps. Ils sont cuits déjà, les gâteaux, là? On peut les sortir? On peut les goûter, alors? On va les goûter? Vas-y. Oui. Ouvre les gâteaux, ouvre les gâteaux. Attends, bah, c'est chaud, hein? C'est chaud, hein? Je vais faire attention. Hein. Attends. Ah ouais, ça va. Ils sont chauds, hein? Tiens, un petit gâteau? C'est chaud, attention. Eh ben voilà, c'est une bonne initiative. En tout cas, on voit que ça marche. Malgré toutes ces initiatives, la déforestation continue. Et ça s'accélère. Imaginez, depuis que vous regardez cette émission, c'est près de 2500 hectares de forêt qui ont été détruits. C'est en gros la surface de 3500 terrains de football. On se rassure en se disant que derrière un arbre qui tombe, il y en a des millions d'autres qui vont pousser. Mais aujourd'hui, on va plus vite que la nature. Un homme l'a bien compris, et il parle merveilleusement des arbres. C'est le botaniste Francis Allais qui a dirigé les expéditions pour étudier la canopée, ce monde inaccessible au sommet des forêts. Pour lui, l'homme et les arbres, c'est une vieille histoire. On est en forêt et tout d'un coup, on sent qu'il y a un gros animal qui bouge et qui fait casser les branches. On ne sait pas ce que c'est, bien sûr, on ne le voit pas, mais on sent qu'il y a peut-être un danger. Eh bien, tous, nous avons le réflexe de chercher un arbre qui soit commode pour y monter. Le sommet d'un arbre, pour l'être humain, ça reste encore maintenant un endroit de sécurité parfaite. Et je crois que ça traduit le fait que nous sommes originaires de ces endroits-là. Alors pourquoi cette proximité de l'homme et de l'arbre? Il se trouve qu'ils sont verticaux, pour la plupart d'entre eux. Et parmi les animaux, l'être humain est le seul, pratiquement, qui soit vertical. Cette verticalité, elle provient justement de notre origine arboricole. Nos ancêtres étaient des primates brachiateurs. Ils ne se déplaçaient pas avec leurs pieds, ils se déplaçaient avec leurs bras. Vous saisissez une branche, vous balancez, vous attrapez une autre branche, vous balancez, etc. C'est la brachiation. Ça mène à la verticalité. Sans les arbres, nous ne serions pas des êtres humains. Nous aurions une toute autre forme. Il est probable que nous marcherions à quatre pattes et que nous aurions un œil de chaque côté. Je ne sais pas ce que nous serions, bien sûr, mais on ne ressemblerait pas à ça. C'est assez étonnant. Il y a une espèce de mépris de l'être humain par rapport aux plantes en général et aux arbres en particulier. Il y a une société protectrice des animaux, très active. Est-ce qu'on n'a jamais vu une société protectrice des plantes? Non. Alors qu'on descend de cet arbre, c'est curieux. Un des acquis importants de ces dernières années en matière de biologie de l'arbre, c'est que certains d'entre eux, au moins, sont immortels. Je sais que ça choque. Disons, pour être plus près de la réalité, qu'ils sont potentiellement immortels. Ce qui veut dire, ça ne veut pas dire qu'ils ne meurent pas, hélas, mais ça veut dire que tant que les conditions restent bonnes, ils vont vivre et pousser. Je trouve qu'un des aspects les plus fascinants des arbres, c'est qu'ils ne vieillissent pas. D'abord, vous réalisez que 100 ans plus tôt, il n'y avait rien là, puisque ces arbres, ils ont moins d'un siècle. Cette matière, elle est donc apparue. La plupart des gens pensent que ça vient du sol. Eh bien, c'est faux. C'est très important de comprendre que cette matière, ça vient de l'épuration de l'air. C'est, somme toute, une accumulation de polluants. Et tout ce qui est là-dedans, c'est autant de gagné en ce qui concerne le caractère respirable de notre atmosphère. Je prétends que si on plantait un nombre suffisant d'arbres, suffisant, ça se compterait par millions, peut-être par milliards, on arriverait à contrebalancer intégralement le réchauffement climatique dans la mesure où il est dû au gaz carbonique. Les arbres sont nos alliés. Ils travaillent dans le bon sens concernant ces problèmes écologiques. Ça, c'est une certitude. Comment ne pas être convaincu? Un arbre, ça paraît tellement banal dans le paysage. Pourtant, quand il n'est plus là, on découvre toute son importance. En voici encore une preuve. Nous sommes au centre de Madagascar, sur les hautes terres. Ces plaies rouges, comme des empreintes laissées par un géant, s'étendent à perte de vue. On les appelle les lavaques.
En malgache, cela signifie grand trou. Avec la disparition de la forêt et le surpâturage, le sol n'est plus protégé. La pluie ruisselle et emporte la terre. On a l'impression que rien ne peut arrêter cette érosion. Charles, Rakoton Dranibé, m'accompagne au bord d'un lavac. Nous sommes 2 minuscules points à l'échelle de ce gouffre. Certains lavacs ont une profondeur de 50 mètres et 300 mètres de long. Le sol, en fait, il est constitué de particules qui ont besoin de ciment. Hein. Et le ciment, principalement, c'est de la matière organique, hein, avec quelques éléments. C'est les plantes. C'est les plantes, en fait. C'est un sol très pauvre. C'est un sol très pauvre et qui est très fragile. On voit, hein, il ne pousse rien dessus, donc la végétation manque. C'est vraiment très facile pour implanter un départ d'érosion comme celui qu'on voit ici. Un des problèmes, justement, qui cause encore jusqu'à maintenant ce problème d'érosion, c'est la destruction de cette matière végétale, y compris la forêt, la végétation herbacée qui est là. Hein. Il ne faut pas une grande forêt pour protéger le sol, en fait. Il faudrait seulement le couvrir, mettre un vêtement, si on peut le dire, et qui joue le rôle d'écran ou de tampon, hein, qui atténue la force de l'eau qui vient frapper à partir de la pluie. Et c'est ça qui diminue un peu cette capacité à éroder. Qu'est-ce qui donne cette couleur rouge, d'ailleurs? En fait, le type de sol qui est là, il s'appelle latérite. Et c'est le fer oxydé qui donne... c'est la rouille? Oui, c'est la rouille, en fait. On appelle Madagascar l'île rouge. C'est toute cette terre qui va partir dans la mer. C'est dû à l'érosion. C'est vraiment, malheureusement, l'image que moi je retiens de Madagascar, ces énormes trous rouges avec cette terre qui descend. On dirait un peu comme le sang de Madagascar qui s'en va dans la mer. Il y a la partie où on se trouve qui est à 800, 1100 mètres. On descend un peu plus bas vers le côté ouest. Et là, il y a les grands cours d'eau qu'on peut voir toujours rouges. Mais comment arrêter l'hémorragie? À Madagascar, l'érosion atteint des niveaux records. 2 à 400 tonnes de terre par hectare. C'est 20 à 40 fois plus que dans le reste du monde. Cette terre qui nourrit les hommes, lorsque l'équilibre est rompu, devient un fléau. Charriée par les rivières, elle s'accumule dans les estuaires où elle asphyxie la vie marine. Mais les premiers touchés sont les agriculteurs dont les champs sont ensablés. C'est une menace pour disons, la production de l'alimentation. Presque toutes les grandes régions comme le lac Alotcha, par exemple, les greniers arides de Madagascar, ils connaissent tout ce problème d'ensablement. Il y a des tas de terrains, des hectares de terrain qui sont presque délaissés, hein, parce qu'il faudrait trouver d'autres moyens. C'est-à-dire que toute cette terre va remplir les rizières de cette terre rouge qui n'est pas du tout fertile. Tout à fait. Quelle est la solution pour ces gens ici qui sont en train de perdre leur terre et donc leur richesse? On peut apercevoir quand même qu'il y a des laves qui se stabilisent, hein, et grâce justement à ces peuplements de pins, parce que les pins, en régénération naturelle, ils ont un peu colonisé un peu les laves qu'il y a autour. On peut faire le tour et puis voir ça. Donc on peut stopper cette érosion, vous êtes optimiste? Je suis optimiste, on peut stopper. J'ai voulu suivre le chemin de cette terre rouge jusqu'à l'océan. Direction la côte ouest de l'île. Cette terre, apportée par la rivière et bloquée par la mangrove, voilà pourquoi on appelle cette île l'île rouge. Le sel de la terre, toujours magnifique. En photographie aérienne, dès qu'on voit du sel comme ça, on sait que ça va être beau. Ça dessine des formes sur le sol incroyables. Ça, c'est les fameux élevages de crevettes qui sont très attaqués par les écolos parce qu'ils les accusent de déboiser la mangrove. C'est le cas, on le voit bien ici. La mangrove et ses palétuviers, des arbres qui poussent dans la mer. Mais ce n'est pas leur seule particularité. Grâce à leurs racines et chasses, ils peuvent se déplacer de quelques mètres par an.
Ce sont des arbres qui sont capables de marcher. La mangrove, c'est une forêt qui avance sur l'océan. Depuis 25 ans, on a perdu 25% des mangroves sur la planète. Et c'est dommage parce que cette mangrove sert de nurserie à énormément d'espèces de poissons. Le docteur Gordon Sato, qui est un chercheur américano-japonais, a consacré sa vie aux mangroves. Il vit en Érythrée, sur la corne de l'Afrique, et dans ce pays qui a été ravagé par la guerre, il aide la population locale à s'en sortir en plantant des mangroves. Vous allez voir pourquoi. Coincée entre l'Éthiopie et la mer Rouge, l'Érythrée est une terre désolée, qui ne reçoit que 20 mm de pluie par an. Ce climat aride et 30 années de guerre font de cette république africaine un État sous perfusion. L'Érythrée détient le triste record du pays le plus assisté du monde en nombre de kilos de nourriture par habitant. Près de 40% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Pourtant, sur cette terre désertique, un scientifique a réussi l'impensable, faire pousser une forêt de palétuviers le long de la mer Rouge. Ce pays possède un immense désert, beaucoup de soleil, et il est situé le long de la mer. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de cultiver des plantes avec l'eau de mer. J'ai observé des chameaux manger des mangroves et je me suis dit, si un chameau peut le faire, pourquoi pas une chèvre, ou une brebis, ou même une vache? À partir de là, Gordon Sato se demande si la mangrove ne pourrait pas tout simplement fournir une nourriture aux troupeaux, victimes de la sécheresse. Résistante au manque de pluie, la mangrove puise ses ressources dans l'eau de mer. Constituée de palétuviers, elle se développe le long des côtes calmes et peu profondes, assurant une excellente protection contre l'érosion. Avec ses 150 000 km² de superficie, elle représente environ 0,5% des forêts mondiales. De nombreuses espèces d'oiseaux y vivent, mais aussi des poissons. Ces plantes ont un grand potentiel. Elles enrichissent la mer. En tombant dans l'eau, les micro-organismes décomposent les feuilles. C'est la première étape d'une chaîne alimentaire complexe. Et ça, Gordon Sato l'a bien compris. Notre objectif, c'est d'éviter que les feuilles vieillissent et tombent à l'eau. Nous ne considérons pas les mangroves comme des arbres, mais comme des pâturages. L'idée fondatrice de notre projet est de couper les feuilles et de les donner à manger aux moutons et aux chèvres. Nous saupoudrons les boutures avec de l'urée. Dans le ventre des chèvres, la cellulose des feuilles est digérée et produit du sucre. L'urée fournit de l'ammoniac. Et la combinaison du sucre et de l'ammoniac crée des protéines. Grâce à ça, les chèvres et les moutons ont une alimentation équilibrée. Pour nourrir la population, il faudrait pouvoir cultiver des mangroves tout le long de la côte érythréenne. Mais cette mangrove n'existe pas. Il faut donc parvenir à la faire pousser. Le projet de Gordon Sato, baptisé Manzanar, a commencé dans la ville de Massawa. Nous avons planté des arbres dans un endroit où jamais aucun arbre n'avait poussé. La plupart des tentatives ont échoué. Et les arbres n'ont pas tenu. On ne les voit pas parce qu'ils sont morts. Il a fallu du temps pour comprendre qu'il fallait enterrer dans le sol un sac d'azote, de phosphore et de fer. Quand on fait ça, les arbres poussent plus vite. Une fois le procédé mis au point, Gordon Sato et son équipe partent à la recherche d'une terre où développer à grande échelle leur projet. C'est à Irgigo, un village de 3000 habitants situé à quelques kilomètres de Massawa, qu'ils s'implantent. Pour Gordon Sato, il est impensable de ne pas associer les villageois à son projet. Aujourd'hui, plus de 20 000 arbres ont été plantés par la population locale, heureuse de participer au projet. 50 hectares de terres stériles se sont couverts de palétuviers. Dans un contexte économique aussi dur, le travail offert par Gordon Sato aux habitants est vital. Avant de travailler ici, j'étais femme au foyer. Quand mon mari est mort, mon fils a subvenu à nos besoins. Et quand il a été appelé pour rejoindre l'armée, j'ai dû me débrouiller toute seule pour nourrir ma famille. Je n'avais jamais quitté ma maison.
Mais comment survivre sans argent? Maintenant, je passe mes journées à travailler ici et grâce à ce projet, je suis capable de nourrir ma famille. Les habitants gagnent moins d'1 euro par jour. Mais c'est beaucoup dans ce pays. Le fourrage obtenu grâce à la mangrove a permis d'augmenter le cheptel du village. Désormais, le lait et la viande figurent au menu des familles. Mais le succès reste fragile, car il faut fertiliser les plantes tous les 3 ans. Sato espère que ce projet aidera non seulement la population, mais qu'il changera aussi la mentalité de la région. Le projet Manzanar a eu un effet considérable sur les gens ici. Ils n'auraient jamais imaginé pouvoir planter un arbre. Et c'est ça le problème des pays désertiques. Pour eux, planter un arbre ou n'importe quelle autre plante est impensable. Nous voulons changer les mentalités. Pour moi, l'essentiel de ce projet est de changer la manière dont ils perçoivent leur environnement. Nous espérons que cette évolution continuera. Le projet Manzanar a valu aux biologistes 2 distinctions. Le prix Rolex en 2002 et le Blue Planet Prize en 2005, parfois considéré comme le Nobel de l'environnement. Depuis 10 ans, Sato porte le projet tout seul. Près de 320 000 € provenant de sa fortune personnelle ont été investis. Et il lui faut trouver 190 000 € par an pour pouvoir continuer. Malgré ça, le professeur poursuit son rêve, celui de rendre les villageois d'Irguigo indépendants. À Maranset, une petite ville du nord-est de Madagascar, Augustin Sarovi parie lui aussi sur l'intelligence et le cœur des hommes. Dans ce pays, plus de la moitié des habitants ont moins de 18 ans. Et ce sont eux qui devront veiller sur les forêts de cette île. Augustin a décidé de s'adresser aux enfants pour les sensibiliser à l'importance de protéger l'environnement. Et il va d'école en école avec sa guitare et leur apprend des chansons. Cette chanson sur l'environnement, c'est formidable, une chanson sur la grenouille. C'est dommage qu'on n'ait pas plus d'Augustin avec nous. Augustin, qu'est-ce que tu leur as dit là? Je leur ai dit que je les remercie absolument puisqu'ils ont bien travaillé pour cette animation environnementale. Donc je leur ai demandé de rentrer dans la salle puisqu'il pleut. C'était quoi la chanson tout à l'heure? Il y a une chanson qui parle de la grenouille tomate. La grenouille tomate. C'est pour ça que les enfants sautaient comme ça là. Oui, c'est comme ça, on joue comme la grenouille. On voit que t'aimes ça, hein, parler d'environnement. Génial, t'es un mec génial. Cette grenouille est unique au monde. Elle vit dans une forêt à quelques kilomètres de cette école. Et avec le grignotage de son habitat, elle est aujourd'hui en danger. Et il faut expliquer aux enfants pourquoi. Je ne savais pas qu'une guitare pouvait être un outil si efficace pour l'environnement. Pourquoi tu fais ça? Non, c'est ma passion. En plus, les Malgaches aiment la musique. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on veut parler des choses intéressantes à partir d'une musique, ça passe, les gens écoutent mieux. Ici, il y a 20 minutes, tous les jours, obligatoires, sur l'environnement à l'école. C'est bien, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est fantastique cette initiative gouvernementale, oui. Et ça vaut le coup de continuer un peu plus approfondi, un peu plus en large envergure. Puisqu'on est petit, avec les enfants, on va aussi parler avec des choses très petites, les fourmis. Et les fourmis, il a un rôle très important dans l'équilibre de l'écosystème terrestre. Ok, bon, on Toute notre vie dépend à la ressource naturelle, à la nature. Donc, j'invite tout le monde à pratiquer et prendre plus de conscience sur le programme de conservation. Toi, tu crois qu'il faut mieux faire de l'écotourisme plutôt que demander de l'argent à l'étranger? Voilà, je commence même à avoir honte
demander chaque fois, on fait des propositions, ça fait mal. Et donc maintenant, si l'écotourisme se développe, les gens ils peuvent nous aider, on l'aime, mais on est plus fiers. C'est-à-dire on protège notre forêt, on fait développer les paysans à partir de notre propre activité. Et ça, c'est vrai développement, mais ce n'est pas assistance. Bravo. Les forêts sont essentielles. Grâce à elles, la Terre est habitable et respirable. Chaque fois qu'on détruit un arbre, on renvoie du carbone dans l'atmosphère et on aggrave le réchauffement climatique. La déforestation contribue ainsi pour 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est autant que le transport. Les forêts tropicales peuvent aujourd'hui rapporter de l'argent sans être abattues, parce qu'elles stockent du carbone et qu'elles permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Et certains pays riches sont prêts à payer les pays du Sud pour qu'ils conservent leurs forêts. Du coup, pour les populations, les arbres ont plus de valeur lorsqu'ils sont debout et vivants. C'est par exemple ce qu'a commencé à faire l'Angleterre pour protéger 370 000 hectares de forêt au Guyana, un petit pays d'Amérique du Sud. Ne rien faire aujourd'hui contre le changement climatique pourrait coûter demain encore beaucoup plus cher. Au-delà de la gentillesse et de l'accueil si touchant des Malgaches que tout le monde peut ressentir ici, j'étais très impressionné